Merci encore. Donc, je vais continuer ici. J'étais en train d'expliquer le rôle de la République togolaise dans l'évolution, eh bien, du conflit politique dont nous parlons. Excusez-moi, je suis juste en train de brancher une source supplémentaire d'énergie pour nos amis sur TikTok. Voilà, pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Alors, j'étais en train d'expliquer le rôle de la République togolaise de Faure Gnassingbé dans cette affaire. Le Togo de Faure Gnassingbé, avec son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé-Komla, a engagé une politique de proximité avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Même à l'intérieur de la CEDEAO, le Togo n'a pas participé au harcèlement et à la persécution de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, qui étaient recommandés par les néocolonialistes français et leurs valets de la CEDEAO. Tinubu, Talon, Ouattara, Macky Sall, Nana Akufo-Addo, etc. Il a refusé de participer à cela. Vous comprenez? Et il a négocié et obtenu que le port de Lomé devienne le débouché naturel sur l'océan Atlantique de l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui vaut d'ailleurs au Togo d'être aujourd'hui dans le collimateur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Le Togo, dont le régime est issu du colonialisme et du néocolonialisme français, est de fait dans une situation très délicate en raison de ce double engagement, d'une part à rester dans la CEDEAO et d'autre part à faire preuve d'ouverture, de compréhension, de solidarité avec l'AES. Il se retrouve littéralement pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, eh bien l'AES, l'enclume, la CEDEAO. Or, ce basculement en faveur du port de Lomé est une source de jalousie profonde de Patrice Talon envers le pays frère du Togo. C'est une source de crispation supplémentaire. Et vous savez, comme dans les relations hostiles, tout peut servir à nourrir l'animosité, il s'ensuit que tous les malheurs qui peuvent frapper le Bénin ces derniers temps, d'une manière ou d'une autre, les officiels béninois du régime Talon vont les attribuer au Togo. Avant même l'AES, ils vont commencer par les attribuer au Togo, parce que le Togo leur a damé le pion sur 2 chapitres. Premier chapitre, l'ouverture à l'AES sur le plan géopolitique et géostratégique, ce qui lui permet d'avoir un hinterland mieux sécurisé que le hinterland en réalité béninois. La frontière nord, puisque les opérations peuvent être plus facilement menées entre l'armée togolaise et les armées de l'AES, qu'elles ne peuvent être menées entre les armées de l'AES et l'armée béninoise. Deuxième point, Faure Gnassingbé et son régime ont damé le pion à Patrice Talon et à son régime, puisque en réalité les dividendes perdus globalement par le port de Cotonou tombent dans l'escarcelle du port de Lomé. Ça s'appelle la géopolitique, la géostratégie commerciale et diplomatique, tous azimuts. D'accord? Voilà la situation telle qu'elle se présente. Et donc, lorsque j'arrive au 4e niveau d'appréciation de la situation, lorsque le Niger nationalise son uranium et décide de le vendre lui-même dans le marché international, on peut imaginer que le débouché naturel sur l'océan Atlantique par lequel le Niger va procéder pour vendre son uranium, c'est le débouché togolais, puisque le Niger n'a pas plus facilement accès à la mer par un autre débouché. Vous comprenez donc pourquoi les travaux de déstabilisation du Niger sont accélérés. Puisqu'entre-temps, le néocolonialisme français a porté une plainte incongrue contre le Niger, au motif que le Niger aurait volé son propre uranium. Une accusation aussi farfelue que la prétention de Donald Trump au Venezuela à dire que le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis, au nom de la doctrine Monroe datant du 19e siècle. Il y a une doctrine cachée de la France-Afrique qui date de la traite négrière, c'est-à-dire de la codification du Code noir par le ministre criminel de Louis XIV nommé Colbert au XVIIe siècle, à partir du jour où une loi officielle française a dit que les Noirs africains étaient des marchandises comme toutes les autres, en réalité,
la monarchie française et plus tard la République française ont hérité d'un dispositif mental selon lequel les richesses de l'Afrique leur appartiennent. Les richesses des pays africains ex-territoire de traite négrière, territoire de colonie, appartenant globalement à ce qu'on a appelé le précaré, la chasse gardée de la France, dans la mentalité de l'élite politique française depuis plusieurs siècles, les richesses de ces pays-là appartiennent à la France. C'est ce qui peut expliquer que des juges parisiens concèdent une plainte dans laquelle une multinationale française accuse un État africain d'avoir volé ses propres ressources naturelles. Et vous voyez le parallèle avec le narratif de Donald Trump contre le Venezuela, dont il revendique les ressources pétrolières comme étant une propriété des États-Unis. Oui! Vous voyez comment on a deux tableaux et nous sommes là dans ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Les situations qui s'expliquent et qui s'éclairent mutuellement. Donc, le Niger ayant décidé de s'approprier sa propriété, de reprendre ce qui est à lui, à savoir son uranium, et cet uranium étant commercialisé pour le bonheur du peuple nigérien sur le marché international, et la sortie de cet uranium étant faite probablement par la voie du port, eh bien de Lomé, comme c'est le cas pour l'essentiel de l'import-export du Niger, les ennemis du Niger, c'est-à-dire les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, à la tête desquels les États-Unis d'Amérique, dont l'armée a été délogée de sa base d'Agadez, dans le nord du Niger, ont entrepris de hâter les travaux de déstabilisation du régime du président Abdourahmane Tiani. C'est dans ce cadre-là que Patrice Talon a procédé à l'expulsion symbolique de 2 membres de l'ambassade du Niger à Cotonou. Et c'est en réponse à cette provocation que le Niger, par principe de réciprocité, a expulsé le premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On arrive maintenant en janvier 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préparatifs pour attaquer le Niger à partir du Bénin s'accélèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tout faire pour trouver des raisons d'agresser l'Alliance des États du Sahel, d'agresser le Niger, afin de stopper la dynamique d'exploitation souveraine de l'uranium, la dynamique d'exploitation souveraine du pétrole et du gaz du Niger, qui est engagée par le président Abdourahmane Tiani. L'objectif stratégique est assumé par l'OTAN. Il est porté comme une mission, mission commandée par la CEDEAO. Il est assumé par les néocolonialistes français et leurs suppôts dans la sous-région, dont Patrice Talon. Voilà l'information capitale que vous devez noter. Alors, quels sont les stratagèmes que l'impérialisme occidental, le néocolonialisme français et les valets de la France-Afrique ont prévu d'élaborer? Nous avons vu jusqu'ici 3 stratagèmes qui s'esquissent devant nous. Premier stratagème, ils ont décidé d'utiliser le motif de la lutte antiterroriste pour s'aventurer à bombarder le Niger. C'est le stratagème en réalité utilisé pour bombarder la région de Sokoto au Nigeria et en profiter pour dire que les terroristes qui auraient été tués par les bombardements de Donald Trump venaient du Sahel, c'est-à-dire venaient du Niger. Et ainsi pour déjà inscrire le territoire nigérien comme zone de tir possible, de la coalition occidentale. Comme cela a été fait, vous le voyez au Venezuela, comme cela a été fait en Libye, comme cela a été fait en Irak. L'accusation de terrorisme ayant ici vocation à légitimer, au nom de l'antiterrorisme, la violation du droit international et de la souveraineté du territoire nigérien et des territoires de l'AES. Vous notez, première méthode, sous couvert d'antiterrorisme, attaquer le Niger. Vous notez les méthodes? On passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode a été mise en œuvre sous l'égide de l'OTAN, de la CEDEAO et du Nigeria, sous la forme d'une provocation militaire, à savoir l'incursion d'un avion militaire nigérian dans le territoire de l'AES et au-dessus du Burkina Faso.
Avion qui a été heureusement intercepté par l'armée de l'air de l'AES, l'armée de l'air du Burkina Faso, arraisonné et immobilisé pendant plusieurs jours, on le sait, sur le tarmac de l'aéroport de Bobo Dioulasso. Cette deuxième provocation avait pour but de tester les capacités de défense de l'Alliance. Il s'agissait d'une mission commandée, pensée en très haut lieu, sur le modèle des opérations aériennes de test que les États-Unis ont faites sur le Venezuela ces 3 derniers mois sous nos yeux. Survoler les frontières vénézuéliennes, frôler le ciel vénézuélien, entrer dans l'espace aérien vénézuélien, bombarder des navires sous prétexte de combat contre les narcotrafiquants. Eh bien, à proximité du Niger, tout le monde a vu tout cela. Vous vous en souvenez ou pas? N'oubliez pas, cette conférence est placée sous le signe du parallélisme des formes. Quand vous regardez la forme de l'agression, eh bien, excusez-moi, je déplace juste 2 machines pour pouvoir alimenter une qui a commencé à faiblir en énergie. Quand vous regardez donc les 2 théâtres d'agression, eh bien, le théâtre nigérien et le théâtre vénézuélien, vous comprenez ce dont je vous parle. Voilà. Excusez-moi. Alors donc, la deuxième stratégie, c'est donc une provocation tactique de nature militaire. Une violation délibérée de l'espace aérien, de l'espace terrestre, et bien de l'Alliance des États du Sahel en vue de tester ses capacités opérationnelles dans le but de préparer une campagne de bombardement, une campagne d'agression comparable à celle que vous avez vue à Caracas, au Venezuela. Tout le monde a assisté à ça, oui ou non? Tout le monde se souvient des fausses excuses données par Youssouf Tougar, le plus vilain des agents du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain au Nigeria. Youssouf Tougar, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, un vrai ennemi du peuple nigérian et du peuple africain. Tout le monde se souvient des justifications bidons qu'il a données à Ouagadougou et qui faisaient sourire avec beaucoup de lucidité le capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré, qui savait très bien que Tougar ment et que ce n'est pas par erreur qu'ils se sont retrouvés en territoire burkinabé. Ils étaient dans un vol de reconnaissance, un vol test. Eh bien, maintenant, la troisième méthode de provocation qu'ils ont trouvée, c'est de mener une campagne active pour la libération de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Le juntard de Niamey qui a fait boum. Au mépris des raisons pour lesquelles Mohamed Bazoum est aux arrêts. Je vous rappelle que Mohamed Bazoum a été renversé et qu'il est aux arrêts parce que l'armée nigérienne estime qu'il l'a trahi et parce que le peuple nigérien, dans son écrasante majorité, soutient le CNSP dans sa volonté de rompre avec la politique néocolonialiste, la politique impérialiste dont Bazoum et son prédécesseur étaient des ardents serviteurs. Mais il y a un autre fait qui ne doit pas vous échapper. La campagne pour la libération de Bazoum doit vous rappeler l'une des choses que Bazoum a faites quand il a été en difficulté. Lorsqu'il a été renversé par la garde présidentielle et par l'armée nigérienne, dans la totalité de son commandement, Bazoum a, par une lettre ouverte publiée dans la presse américaine, appelé à une intervention militaire des États-Unis. J'espère que vous n'avez pas oublié cela. Vous ne voulez pas que je vous republie la lettre de Bazoum, demandant à l'armée américaine de venir combattre l'armée nigérienne pour lui le libérer et le restaurer au pouvoir. Mohamed Bazoum a écrit cela. La lettre a été publiée dans le Washington Post, le New York Times. Elle a été publiée dans l'essentiel des grands journaux américains. Signé Mohamed Bazoum. Appel à l'agression impérialiste du Niger par les États-Unis d'Amérique. Donc, la campagne qui est menée maintenant pour exiger la libération de Mohamed Bazoum est en fait un alibi supplémentaire qu'on veut donner à Donald Trump pour dire « Nous avions un partenaire qui faisait nos 4 volontés à la tête du Niger. Il a été arrêté, il a été emprisonné.
Et maintenant, nous avons décidé de le libérer de gré ou de force par une opération des forces spéciales américaines, des forces spéciales occidentales, qui ont pour but de restaurer la démocratie. Entendez bien, la démocratie au Niger. Voilà les 3 stratagèmes qui ont été affichés. On connaît les autres stratagèmes qui ont été essayés et qui ne marchent pas. Ils ont essayé d'opposer les ethnies sahéliennes, notamment de créer un mythe d'un génocide Touareg ou d'un génocide Peul. Ça n'a marché ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Ils ont essayé d'opposer les musulmans africains à leurs frères chrétiens africains. Ça n'a marché ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Ils ont essayé d'opposer les régions du nord des grands pays sahéliens aux régions du sud des grands pays sahéliens à travers la création de mouvements artificiels de sécession, de mouvements artificiels d'indépendance, comme le soi-disant mouvement de l'Azawad ou le soi-disant mouvement de libération du Niger, qui ne sont rien d'autre en réalité que des groupes de mercenaires du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, pour déstabiliser ces pays qui ont décidé de s'assumer. Ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, ils sont maintenant en marche dans les 3 scénarios, je peux dire, que je viens de vous décrire. Le retrait, le renvoi du premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger, à la suite de l'expulsion de 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin, n'est que la partie visible de l'iceberg de la déstabilisation qui se prépare. Voilà pourquoi je veux dire ici, honnêtement, que je trouve suspecte la sortie de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui, à mon avis, ne s'est pas assez expliqué du rôle qu'il a joué dans la dérive de la gestion de l'État du Niger et dans l'arrivée au pouvoir du renégat Mohamed Bazoum. Je m'étonne d'apprendre et de lire dans la presse un communiqué du président Mahamadou Issoufou appelant à la libération de Mohamed Bazoum, alors qu'il sait les chefs d'accusation qui pèsent sur Mohamed Bazoum. Alors qu'il sait que Mohamed Bazoum est une pièce maîtresse de la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique, au service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, depuis plusieurs années. Je m'étonne que le président Mahamadou Issoufou, dans une situation historique aussi grave que celle-ci, essaie de jouer au Ponce Pilate, de s'en laver les mains, alors qu'il est l'un des acteurs du problème auquel le Niger est confronté aujourd'hui. Car c'est lui qui a contribué à introniser ce Mohamed Bazoum, cet ennemi du peuple nigérien, du peuple africain, qui s'est moqué du Mali en lutte contre le terrorisme, qui a traité avec ses compagnons Hassoumi Massaoudou, comment il s'appelait, le général, j'ai oublié son nom, il y avait un général complètement fou là. Écrivez-moi le nom de ce général fou, qui accompagnait Bazoum dans ses logorées, et qui lui aussi maintenant a rejoint bien sûr la 5e colonne. Qui se souvient du nom de ce général? Écrivez-moi le général Tarka, le général Tarka. N'est-ce pas? Vous vous souvenez du mépris qu'ils avaient envers les pays africains menant une lutte authentique et sérieuse contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso. Vous vous souvenez? Abou Tarka, le général Abou Tarka. Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou, Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas craché comme mépris au visage des Africains en lutte? Mohamed Bazoum, qui est maintenant donc le prétexte de l'organisation d'une conspiration contre le régime du CNSP. Mohamed Bazoum, c'est que la face visible d'un iceberg. Le communiqué de Mahamadou Issoufou est une manière de se mettre à l'abri de la foudre des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux qui le guettent. D'autant plus que Bazoum a accusé Issoufou de l'avoir livré, a accusé Issoufou d'être complice de sa chute. Issoufou, qui tout naturellement n'est pas un révolutionnaire panafricaniste, veut s'en sortir sans peau cassée. Il croit savoir que les néocolonialistes français, les impérialistes américains, veulent absolument attaquer l'AES et attaquer le Niger. Et Issoufou prépare ses arrières pour dire « j'ai rien fait, c'était pas moi ». Comme d'habitude. C'est lui qui a contribué
a intronisé, eh bien, Bazoum, sur la base d'une mascarade appelée démocratie. C'est lui. Pourtant, il est un témoin privilégié du pillage du Niger. Il est un témoin privilégié du saccage de la Libye. Il a même eu le courage, le président Mahamadou Issoufou, il a eu le courage de dénoncer, de dire à Barack Hussein Obama, en mai 2011, à Deauville, à 100 km d'ici, de lui dire, Monsieur le Président, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Niger. Comment un président, Issoufou, qui sait très bien que c'est l'OTAN qui a déstabilisé la Libye et le Niger, s'est permis de coopérer avec l'OTAN pour combattre les agents de l'OTAN, c'est-à-dire les organisations de mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Ça, c'est aussi une trahison. Tous ces dirigeants africains qui combattent soi-disant le terrorisme en Afrique, en s'appuyant sur l'OTAN, en sachant que c'est l'OTAN qui est la parraine des organisations terroristes, ce sont des dirigeants qui sont coupables de haute trahison. Et il faut qu'on dise la vérité aux gens. Donc je vois toutes les tentacules du complot. Talon, c'est la partie visible de la conspiration contre la révolution du CNSP du Niger. La partie invisible, c'est une partie de la classe politique, opportuniste, extrêmement ponce-pilatiste, extrêmement dangereuse, félonne, serpent à deux têtes, qui pour moi est encore incarné par l'ancien président Issoufou, qui est un type qui aime toujours se tirer d'affaire au détriment des autres, dans toutes les situations. C'est le véritable Ponce Pilate de la politique nigérienne. J'ai rien fait. Bazoum s'est retrouvé président de la République. J'ai rien fait. Bazoum est tombé. J'ai rien fait. On veut attaquer Tiani pour le faire tomber. J'ai rien fait. Monsieur veut s'en sortir dans tous les cas. Et c'est cela qui est insupportable. Ce carriérisme, cet opportunisme politique sont insupportables. Il signe un communiqué appelant à la libération de quelqu'un qui est une pièce maîtresse de la déstabilisation du pays. Quelqu'un qui est à peine sorti va venir crier ici à Paris qu'il est le président du Niger et appeler à la constitution d'un mouvement de libération à son service, à partir du territoire libyen, son pays d'origine. Est-ce que vous voyez à quel point nous avons des irresponsables qui nous ont gouvernés? Moi, j'avais opté de ne plus porter la critique contre le président Mahamadou Issoufou quand j'ai vu qu'il avait fait profil bas et que les autorités nigériennes actuelles lui accordaient les honneurs dus à son rang. Je me suis dit, cela veut dire que si le président Tiani a de la considération pour lui, ça veut dire que le président Mahamadou Issoufou a pris les dispositions pour comprendre le moment historique de la libération du Niger et y participer d'une manière, bien sûr, responsable, modérée, et sans, bien sûr, s'arroger des pouvoirs qu'il n'a plus. Mais le communiqué qu'il a sorti là, c'est un signal extrêmement dangereux sur, en réalité, la montée en puissance de la conspiration contre le président Tiani. Parce que c'est un communiqué de Ponce Pilate. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que le ponce-pilatisme? Ponce Pilate était le représentant de Rome, de l'Empire romain, lorsque le Christ fut massacré par les extrémistes juifs. Lorsque on présente le Christ devant Ponce Pilate, représentant du gouverneur romain, consul de Jérusalem, en lui disant, ce monsieur-ci dit qu'il est le roi des Juifs, il veut prendre la place de César, et nous ne le reconnaissons pas comme roi des Juifs, il prétend même qu'il est le fils de Dieu, qu'il est né du Saint-Esprit, etc. On présente Jésus de Nazareth à Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, qui à la fois veut préserver le pouvoir de César, mais ne veut pas qu'on dise que c'est lui qui est l'assassin du Christ, parce qu'il sent que cet homme-là a quelque chose de vraiment divin, qu'est-ce qu'il fait Ponce Pilate? Il prend une bassine d'eau, il se lave les mains devant l'assemblée des extrémistes juifs qui ont massacré Jésus, et il leur donne Jésus en disant, ce n'est pas moi, prenez-le, faites ce que vous voulez. Le ponce-pilatisme, c'est la lâcheté. Et le communiqué du président Mahamadou Issoufou est un monument de lâcheté. C'est, moi je n'ai rien fait. Bazoum est devenu président, j'ai pourchassé Hama Amadou, qui a dû s'enfuir de Niamey sur une pirogue pour échapper à la mort.
Moi, Mahamadou Issoufou, j'ai pourchassé Hama Amadou, qui était pourtant mieux placé, qui aurait pu battre, nous naturellement, eh bien, Bazoum aux élections. J'ai empêché tous les candidats lourds de l'opposition de participer. J'ai tracé un boulevard pour que Bazoum soit président. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Quand Bazoum a été renversé par l'armée, je me suis retrouvé assis aux côtés de l'armée. J'ai accepté les honneurs que l'armée m'a donnés. J'ai accepté les honneurs que le CNSP m'a donnés en tant qu'ancien président de la République. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et maintenant qu'on est en train de comploter activement, parce que le CNSP a décidé de vendre l'uranium du Niger pour le peuple nigérien, pour la terre de Saharaou Niamangou, parce que le CNSP a dit que ça va se passer désormais ainsi et pour toujours. Je sens que les néocolonialistes français sont décidés à agresser le Niger, comme ils ont vu leur patron, Trump, agresser le Venezuela. La joie, la précipitation avec laquelle Macron félicite, eh bien, Trump, d'avoir détrôné Maduro, cache difficilement son envie de détrôner Tiani, de détrôner Traoré, de détrôner, eh bien, Assimi Goïta. C'est cette joie-là, c'est cette fièvre qui habite Macron. Dans son euphorie devant la barbarie américaine au Venezuela. Et n'oubliez pas l'action qu'il a menée ouvertement au grand jour au Bénin, qui rappelle les interventions traditionnelles du néocolonialisme français au secours de ses suppôts en Afrique tout au long du XXe siècle et même jusqu'au début du XXIe. Donc voilà pourquoi je conclus cette analyse en vous disant ce n'est pas simplement un coup d'État qui est ainsi en réalité annoncé en préparation active au Niger contre le président Tiani. Ce qui est annoncé, c'est une immense agression impérialiste sur le modèle de celle que nous avons vue au Venezuela. J'ai dit que cette conférence était placée sous le signe du parallélisme des formes. On sait aujourd'hui qu'au Venezuela, Donald Trump et ses militaires spéciaux ne sont pas venus prendre, comme on prend littéralement un bouquet de fleurs dans un panier, le président Maduro et sa femme pour les amener en exil. C'est pas un kidnapping simplement qu'ils ont fait. Il a fallu un coup d'État à l'intérieur de l'appareil d'État. Il a fallu un coup d'État à l'intérieur de l'appareil d'État. Il a fallu un coup d'État à l'intérieur de l'appareil d'État vénézuélien pour que le président Maduro soit arrêté et livré aux forces spéciales américaines qui se sont contentées de l'exfiltrer. Ce sont des complicités internes à l'intérieur de l'administration et du gouvernement vénézuélien qui expliquent la facilité avec laquelle le président Maduro a été capturé, exfiltré et extradé aux États-Unis par la puissance impérialiste américaine. De la même façon, le schéma qui est préparé contre les dirigeants du Sahel, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le stratagème qui est préparé comprend toujours ce double aspect.